Les murmures du phare. Un podcast terrifiant, mais pas que, réalisé par Brice Vincent. Bonsoir à toi, bienvenue au phare. Désolé, je viens de me réveiller. Ces derniers temps, je suis un peu sur une autre planète. Je pense que mon corps commence enfin à comprendre que je suis à la maison ici, que je peux me détendre. C'est sûrement grâce aux travaux qui avancent dans le phare, mais je sais pas, je me sens guérir de toute la fatigue que j'ai accumulée ces dernières années. Mais ce soir, j'ai une nouvelle histoire pour toi. Ça s'appelle Devenir la nuit. C'est certainement l'histoire la plus personnelle que je te propose jusqu'à présent. Après ça, j'aimerais bien te raconter un truc très bizarre à propos du phare et de son histoire. C'est vraiment déroutant. Ensuite, nous avons rendez-vous avec Palem, qui a la particularité de ne pas avoir besoin de dormir pour vivre des cauchemars. Pour finir, comme toutes les semaines, je te lirai l'horoscope des enfers. C'est déjà l'heure. Es-tu prêt pour l'histoire ? Prends une grande inspiration, ferme les yeux et laisse-toi porter par cet effroyable récit. Devenir la nuit. J'ai fait quelque chose d'imprudent. Laissez-moi vous raconter pourquoi. Quand j'étais petit, j'étais terrorisé. J'avais peur de choses ridicules. J'avais peur des membres du groupe de musique Kiss, ou bien de Michael Jackson, ou bien de Marilyn Manson, ou bien des monstres que j'avais pu apercevoir dans des films que je n'avais pas le droit de voir. Mes grands-parents me rassuraient beaucoup. Ce sont eux qui m'ont élevé à la campagne. Ils m'expliquaient que le sang des films était du ketchup, que les stars du rock et les monstres étaient maquillés, que tout cela était faux. Pour autant, chaque nuit, seul, dans l'obscurité, dans le silence, mon imagination prenait toujours le dessus. Je voyais ces visages effroyables sortir tout doucement de derrière la commode, de derrière la porte, laissée entr'ouverte pour me rassurer, du dessous de mon lit. Je finissais toujours terrorisé, la tête sous les draps, priant très fort pour que rien ne me frôle, ou pire. Pour que vous compreniez bien, je dois vous expliquer une chose. Mes grands-parents avaient beau essayer de me rassurer, ils avaient leurs propres limites. Cette limite avait un visage, une histoire, une aura et un nom. Il s'agissait du diable. Mes grands-parents étaient tellement croyants qu'ils étaient terrifiés par lui. Ils n'en parlaient jamais vraiment, mais je voyais bien qu'ils étaient incapables de me rassurer quand il s'agissait de lui. Cela eut l'effet pervers de lui donner, à mes yeux, une puissance infinie. Tous les monstres du monde faisaient rire mes grands-parents, lui leur faisait peur. Cela voulait dire qu'il était bien plus puissant, bien plus effrayant, bien plus réel. C'était une menace plausible, envisageable. Pire, je n'avais jamais vu son visage à la télé. Je savais juste qu'il était encore pire que tout ce que j'avais pu voir. Je fus vite convaincu que si son visage apparaissait doucement dans un coin de ma chambre, je pourrais bien mourir instantanément, que c'était préférable même. J'en avais le vertige, tant et si bien que mon esprit se bloquait une fois venue la nuit. Je ne pouvais penser qu'au fait qu'il ne fallait pas y penser. Un jour, à l'école, il s'est passé quelque chose d'horrible. La directrice, l'infirmière et la maîtresse nous ont dit qu'elles avaient une chose très importante à nous dire. Une fille, qui était une classe au-dessus de nous, avait été enlevée dans la rue qui était toute proche de l'école.
C'était très important qu'on soit pas seul à l'extérieur de l'école, elles nous ont dit. Jamais. Mon grand-père est venu me chercher à l'école et j'ai pas décroché un mot. Puis au repas du soir non plus, j'ai pas parlé. Je suis allé lire un livre dans mon lit. La nuit était tombée. Puis j'ai entendu que mon grand-père parlait fort, ce qu'il ne faisait jamais puisque c'était le moment où il regardait la télé avec grand-mère. Son ton était inhabituel. Il avait peur. Il semblait parler à quelqu'un, mais je n'entendais personne lui répondre. J'ai éteint ma lumière. Je me suis pincé le sourcil parce que c'est ce qu'on doit faire pour vérifier si on est en train de rêver, et ça m'a fait mal, donc je ne rêvais pas. Pendant de longues minutes, j'ai ouvert grand les yeux. J'ai tendu l'oreille. Je voulais récolter la moindre information. Au bout d'un moment, j'ai entendu un boum qui m'a semblé énorme. Puis un autre. Quelqu'un montait l'escalier. Je me suis recroquevillé sous mes couvertures. Boum, boum, boum. Les pas sont arrivés dans le couloir et se sont arrêtés devant ma porte. Lentement, la porte de ma chambre s'est ouverte en grinçant. Je fermai les yeux aussi fort que je pouvais. « Paul, tu dors ?» C'était la voix de grand-père. Mamie a fait un petit malaise, d'accord ? C'est rien de grave du tout, j'ai appelé les pompiers et personne ne peut venir, donc je vais l'emmener aux urgences. Toi, tu dors bien parce que demain il y a école. Il a refermé la porte. Je suis resté là, dans le noir. J'ai entendu la porte de la maison fermée, des portières claquer, le moteur démarrer, puis plus rien. J'étais seul, alors qu'il ne fallait plus jamais rester seul. J'allais finir comme la petite fille de l'école. Le diable, les monstres, c'était réel. Ils enlevaient les enfants pour de vrai. C'était du sérieux, c'était maintenant. J'étais en danger. J'ai eu un instant de conscience, comme ça arrive rarement. Je me suis rendu compte que j'étais assis sur le bord de mon lit. Mes pieds pendaient vers la zone critique où les monstres pouvaient m'attraper. J'avais les yeux grands ouverts. Je ne me cachais pas. Je fixais un point sombre. Je respirais lentement. Je me suis rendu compte que je n'avais pas peur. Je me faisais du souci pour ma grand-mère, voilà. C'était bien assez. Et puis mon esprit a voulu me tester. Une voix dans ma tête m'a dit « Et le diable alors ? La plus grande peur parmi les peurs ?» Et je me suis entendu murmurer, puis dire de plus en plus fort qu'il vienne le diable s'il existe. Je le vois pas, c'est qu'il a peur de moi, c'est qu'il sait bien au fond que je suis plus fort que lui, qu'il vienne le diable s'il existe. Si je le vois pas, c'est qu'il a peur de moi, c'est qu'il sait bien au fond que je suis plus fort que lui. J'étais en colère, j'avais tellement peur que j'en avais assez. Je voulais en finir, être vaincu ou vaincre, mais ne plus jamais revivre cette sensation de terreur qui était devenue quotidienne. À la fin, je criais presque « Alors, personne ? T'es vraiment qu'une mauviette, mon pauvre. Je suis là, offert sur un plateau. Et toi, tu fais rien ? Montre ton visage. » Je me sentais libéré d'un poids gigantesque. Je me sentais puissant. Et ce soir-là, je me suis endormi avec la certitude que les choses avaient changé. C'était une révélation. Mes grands-parents n'avaient peur de rien sauf du diable et j'avais découvert cette nuit-là que même lui n'existait pas. Rien ne faisait peur. C'est très certainement pour cette raison que je me retrouve dans cette situation. Au centre aéré, Aurélie m'avait dit que sa sœur était devenue sorcière en restant allongée toute la nuit dans une forêt en écoutant tous les bruits. Je me souviens lui avoir répondu « Bah, moi aussi, quand j'avais fait du camping avec mon papy. » Elle m'a répondu « Rien à voir. Pour avoir des pouvoirs, il fallait devenir la nuit. » Ma grand-mère n'est jamais revenue de l'hôpital. C'était très triste. Je suis allé à l'enterrement et tout. Mon grand-père s'est muré dans le silence. Il dormait beaucoup. C'est à cette période que j'ai commencé à explorer mon village et ses environs, la nuit, à la lumière de la lune. Il ne s'est jamais rendu compte que je faisais le mur. C'est devenu mon espace rien qu'à moi.
J'étais tout de suite à l'aise. Le cycle lunaire prit plus d'importance pour moi encore que les jours de la semaine, si bien que je ratais parfois des jours d'école me pensant au week-end. Je dormais un peu plus le jour aussi, mais étrangement, tout le monde accepta. J'aimais qu'il n'ait aucune idée de ce qu'était devenue ma vie, que ce soit comme un secret. Quand j'y pensais en journée, ça me faisait comme des papillons dans le ventre, c'était de la joie pure, de l'excitation. Laissez-moi vous expliquer. La nuit, je sortais pas avec une lampe de poche, non. Je laissais mes yeux s'habituer à l'obscurité. C'était magnifique. De voir comme du grain dansait dans mes yeux. Je remarquais assez vite que le centre de ma vision était moins sensible pour voir la nuit. Quand je fixais une étoile, elle disparaissait, mais je la voyais dans ma vision périphérique. Alors j'ai pris l'habitude de prêter beaucoup plus attention aux côtés de mon champ de vision. Mon ouïe s'était comme décuplé aussi. C'est difficile de décrire ce que je ressentais. C'était comme se baigner dans un lac et ressentir la pression de l'eau tout autour de soi. Savoir chaque arbre, chaque chemin, chaque route, chaque rocher, en se basant sur d'infimes taches lumineuses. Je m'étonnais moi-même de ne jamais être tombé. En fonction de la lune, je faisais des rencontres magiques. Lièvres, cervidés, oiseaux de nuit, chauves-souris, chats, hérissons, ragondins. Au début, mon cœur s'emballait, mais je me forçais à respirer doucement. J'avançais vers les chevreuils comme dans un rêve. Ils restaient souvent où ils étaient, mais dès que je me disais « ça y est, je suis devenu la nuit », ils s'échappaient, comme si cette conscience de moi-même me faisait soudainement apparaître à leurs yeux. Petit à petit, comme un exercice de méditation, j'ai réussi à rester la nuit, à me fondre. Je ne décidais même plus d'où j'allais, je me laissais porter par le flux de la nuit, par mes pas, sans jamais refaire 2 fois le même trajet. Les souvenirs, le lendemain matin, étaient comme vaporeux, magnifiques. C'était comme garder un trésor dans mon cœur, savoir qu'alors que tout le monde me pensait malheureux, j'avais ça, et que personne ne pouvait me l'enlever. Je me suis confié à Aurélie sur ce que je faisais la nuit. Elle m'a traité de menteur et n'a plus voulu me parler. Je ne comprends toujours pas. Une chose est sûre, si personne ne me croit, même quand je le dis, mon secret ne peut être découvert par qui que ce soit. Comme rien ne faisait peur, il y avait une place à prendre. Je l'ai compris le jour où je m'étais assis à la lisière d'un champ de maïs pour contempler les étoiles. À quelques mètres devant moi, en léger contrebas, il y avait une route départementale. Par la plus grande coïncidence, un scooter s'est arrêté exactement devant moi, un couple d'adolescents. Le garçon qui conduisait a retiré son gant pour ajuster son GPS. Il a dit « C'est quoi l'adresse exacte ?» Et la fille a répondu « Je sais pas, ils l'ont pas envoyé ?» Je les fixais, me disant que si l'un d'eux regardait vers moi et voyait simplement ma petite tête d'enfant dépasser des épis de maïs, il ne pourrait pas conclure à une coïncidence. Un petit cri perçant me fit comprendre que la fille m'avait vu. Elle a tapé frénétiquement sur l'épaule du garçon. « Il y a un gamin dans le champ !»« Quoi ?» Ils étaient là, tous les deux, à froncer le nez pour mieux voir, les yeux fatigués par la lumière des phares. Le garçon a osé d'une toute petite voix. « Ça va, petit ?» Je les ai fixés. Je ne savais pas quoi répondre. « Tu fais quoi ici ?» Je me suis dit qu'il fallait mieux dire quelque chose, alors j'ai dit « J'attends quelqu'un ?» Ma réponse n'a pas eu l'air de les rassurer du tout. La fille a regardé partout autour et le garçon continuait de me fixer, incrédule, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il regardait ailleurs. La fille a chuchoté quelque chose dans son oreille en agrippant son bras. D'un coup, il a redémarré en trombe. Et c'est la fille qui s'est contorsionnée pour me garder à l'œil, peinant à me distinguer à la lumière du feu arrière rouge vif qui m'éclairait de moins en moins à mesure qu'il s'éloignait. Je me suis mis à leur place. Quelle trouille ils avaient dû avoir! Je repensais à l'époque où j'avais peur de tout. Chaque fois
il y avait une explication. Chaque fois, c'était simplement la vie de quelqu'un cumulée à un malentendu, à une singularité. C'était donc ça, ce que ressentaient les monstres. C'est là que l'idée est née que je n'étais pas seulement devenu la nuit, j'étais devenu la peur. Enfin, c'est ce que je croyais. Je ne pouvais pas deviner que nous étions plusieurs à pratiquer cette discipline et que je n'étais qu'un débutant. Cette sensation d'incarner un être surnaturel et nocturne était grisante. Inconsciemment, les autres nuits, mes pas me portaient plutôt vers des zones où je pouvais croiser du monde. Mais j'allais de déception en déception. J'ai commencé à rôder près de la maison d'Aurélie. La fenêtre de sa chambre donnait sur la forêt. Nous étions donc voisins une fois la nuit tombée, car la forêt était ma maison. J'étais la nuit. Je ne décidais rien, j'étais là, c'est tout. Bien sûr, j'aurais voulu qu'elle regarde par la fenêtre, j'aurais voulu qu'elle me voie, qu'elle soit intriguée, qu'elle me croie, qu'elle s'intéresse à moi à nouveau. Mais déjà, je prenais conscience de moi-même, et voilà, je n'étais plus vraiment la nuit. Et puis soudain, je me suis rendu compte de la situation. La vérité, c'est qu'elle aurait eu peur de moi, simplement. Nauséeux, je tournais les talons pour rentrer chez moi. Je devais traverser un bois pendant 20 minutes pour rejoindre mon village. Même si ce n'était pas la nouvelle lune, on ne voyait quasiment rien sous les arbres. Je marchais en silence. Après avoir marché plusieurs minutes, quelque chose d'anormal m'a fait m'immobiliser. Une lueur orangée, à une vingtaine de mètres de moi, elle était minuscule, un peu plus petite qu'une pièce de monnaie. La lumière a bougé légèrement. Comme pour les animaux, je me force à respirer le plus lentement possible. Et pour mieux voir le point lumineux, j'évite de le fixer directement. Je suis la nuit, personne ne peut me voir. Je suis le silence, personne ne peut m'entendre. À bien y réfléchir, personne ne sait non plus que je suis là, au milieu des bois, seul. De petites étincelles semblent tomber de la lueur, et c'est là que je comprends. C'est une cigarette. C'est 2 fois plus petit qu'une pièce de monnaie, ce qui veut dire que j'ai mal évalué la distance. Ce n'est pas à une vingtaine de mètres, c'est à une dizaine de mètres. De longues minutes s'écoulent. La cigarette va de bas en haut par intermittence. La situation était tout à fait différente de celle du scooter. Le couple était arrivé vers moi, en pleine lumière. Ils avaient pénétré dans mon univers, j'avais l'avantage, j'ai anticipé leur réaction même. Là, c'est moi qui suis sur le territoire de cette personne. Elle était là avant, dans l'ombre, puisque je n'ai pas entendu de bruit de pas. La présence de cette personne au milieu de la forêt était tout bonnement inexplicable. Un frisson me parcourut l'échine à l'idée que cette personne était peut-être déjà là quand je suis allé vers la maison d'Aurélie. Sans sa cigarette, je ne l'aurais pas remarqué. Est-ce qu'elle sait que je suis là, immobile? Si même elle ne le sait pas, je n'aimerais pas la surprendre de peur de déclencher une réaction hostile. Mon instinct s'affole. Cela faisait longtemps que je n'avais pas éprouvé cette sensation qui m'accompagnait partout autrefois. La lueur tombe vers le bas, puis disparaît en faisant quelques étincelles. La personne a écrasé sa cigarette. C'est le noir complet. Le silence complet. J'ai la confirmation que quelque chose ne va pas. Ce n'était pas juste une pause cigarette si la personne reste là, immobile, comme moi. À cet instant, et à mesure que l'odeur de tabac froid devient de plus en plus forte, je commence à comprendre. Je suis vraiment novice. Tous mes sens en alerte. Je sais qu'il y a quelqu'un, à quelques centimètres de moi. C'est comme un bourdonnement, un trou de silence, une obscurité plus profonde encore que le noir devant moi.
Je ne suis même pas surpris de sentir une main se poser sur mon épaule, comme au ralenti. Il ne faut pas que j'aie peur. La main descend le long de mon bras, comme une caresse, jusqu'à mon poignet, qu'elle attrape avec douceur. Elle tire doucement, et je suis le mouvement, nous marchons. Je ne vois plus rien. Je n'entends que le bruit de mes propres pas. Est-ce que tu es prêt à voir mon vrai visage, petit ? Cette voix avait résonné dans ma tête. C'est donc tout naturellement que je lui répondais en pensée que oui, j'étais prêt. Le phare, évidemment, le phare. Je reçois tout un tas de questions sur le phare, que ce soit par mail ou par Instagram. Alors, vous imaginez bien que je prends un malin plaisir à pas trop en dire et que je contrôle ce que je poste sur les réseaux sociaux pour donner une image qui reste dans l'ambiance du podcast. Mais j'aimerais beaucoup vous en montrer plus dans les temps à venir. C'est vraiment un lieu magique. Et de base, moi, je fais de la vidéo. J'ai une chaîne YouTube et donc quand l'opportunité de récupérer, d'obtenir ce phare est arrivée, évidemment j'ai sauté sur l'occasion. Donc je voulais faire des vidéos à l'intérieur, que ce soit un peu mon décor, mon identité visuelle. Et d'ailleurs c'est pas exclu, c'est juste que ça prend du temps et de l'argent de faire des travaux. Donc ça fait bientôt 2 ans que je vis entouré de bâches et de poussière. J'en ai eu marre d'attendre et je me suis dit que si je pouvais pas le filmer, je pourrais quand même le mettre en scène dans un podcast, surtout que vu de l'extérieur il est magnifique et que donc il y avait quand même la possibilité de faire quelques visuels. Évidemment je garderai le mystère sur le nom du phare et sur son emplacement, vous vous doutez bien pourquoi. Vous vous doutez bien aussi que c'est un édifice qui n'est pas recensé par le service des phares et balises de France, parce qu'il n'a jamais officiellement été en activité. Mais moi je suis pas d'accord avec ça parce que ce podcast, c'est la preuve de son activité, la preuve qu'il émet, même si ce sont des ondes sonores, et qu'il émet loin puisque des francophones écoutent ce podcast à l'autre bout du monde, et d'ailleurs je les salue. Alors, je t'avais promis de te raconter un truc bizarre sur le phare, c'est à propos de son histoire récente. L'ancien propriétaire m'a raconté qu'en 2016, une pierre levée, alors j'ai regardé sur internet et du coup c'est un menhir, en gros, j'ai pas trop capté quelle était la différence, mais donc une pierre levée était apparue entre le phare et la forêt du jour au lendemain. Il y a comme un petit espace de quelques mètres, il m'a montré l'emplacement exact, il m'a même donné la date exacte, c'était le jeudi 9 juin. Alors ce qui est étonnant, c'est pas l'intrusion sur le domaine, parce qu'en vrai il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de portail, donc c'est plutôt c'est possible de pénétrer sur le domaine. C'est juste que c'est tellement difficile d'accès, c'est vraiment un petit chemin en terre quoi, et le menhir était apparemment assez gros pour nécessiter un engin pour le transporter, et ça aurait laissé des traces. Donc selon l'ancien propriétaire, c'était absolument impossible. Moi j'ai ma petite hypothèse, je pense qu'il s'agit évidemment d'Obélix. Non, plus sérieusement, c'est certainement un déplacement. Enfin, je pense que c'est des gens qui se sont vraiment beaucoup motivés et qui étaient beaucoup. Mais encore aujourd'hui, il ne sait pas du tout qui a fait le coup. Et en cherchant sur internet, j'ai constaté que ça arrivait assez souvent en Bretagne,
que des menhirs soient déplacés. Il y a manifestement des gens qui mettent beaucoup d'énergie là-dedans. Peut-être que parfois certains ont pu être déplacés pour des raisons de terrain, de travaux, de choses comme ça. Et peut-être qu'il y a un menhir qui a mystérieusement popé comme ça à côté du phare. Et alors, oui, je vous ai pas du tout raconté toute l'histoire du coup, mais le menhir s'est envolé le 11 juin 2017, soit 1 an et 2 jours après son premier déplacement. Et ça, je trouve que c'est vraiment bizarre. C'est pas 1 an pile poil, c'est 1 an et 2 jours. Alors évidemment, moi j'attends qu'une seule chose, c'est que le phénomène se reproduise. Et à ce moment-là, n'ayez crainte, je placerai évidemment une caméra pour assouvir ma curiosité, et je n'en doute pas la tienne. C'est maintenant le moment de retrouver Palem pour Autopsie d'un cauchemar. Cette nuit, nous sommes avec Palem pour Autopsie d'un cauchemar. Bonsoir Palem, comment tu vas ? Bonsoir Brice, ça va très bien, merci. Tu as voulu déjà qu'on se mette dans l'atelier du phare. Alors, faut savoir qu'avec Palem, on s'est rencontrés là, il y a à peu près 3 heures, oui. C'est vraiment une rencontre express. Mais tout de suite, quand j'ai mentionné cette rubrique pour les murmures du phare, il m'a dit qu'il avait des choses à raconter. Ouais, c'est vrai. On en est même revenu à la raison pour laquelle on s'est rencontrés, c'est-à-dire la musique, parce que effectivement, il y a des murmures dans certaines de mes chansons. Enfin, j'en parle dans mes chansons. Et alors, Palem, quel est ton rapport général, disons, avec le surnaturel, le paranormal ? C'est des trucs qui te touchent, auxquels tu crois, ou vraiment t'es très éloigné de ce monde-là ? Ben, j'ai beau être quelqu'un de vraiment très cartésien et pragmatique, je suis un artiste. Donc, je pense comme tous les artistes, j'ai un imaginaire, et j'ai un imaginaire qui est parfois un peu envahissant. Voilà, je suis très impressionnable et je suis aussi pas crédule, mais ouvert à ce qu'il y ait des choses qui nous dépassent, qui existent. T'as voulu qu'on enregistre dans l'atelier du phare, qui est vraiment une pièce assez minuscule. Pourquoi t'as voulu ? Ça me rappelle un peu mon garage d'ambulancier. C'est un peu... voilà, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'aime bien l'idée d'atelier. Je suis un bricoleur, en général. Je fais de la musique et je vois vraiment les chansons comme des bricolages, des bidouillages, des choses très artisanales. Et j'aime beaucoup les gens comme, par exemple, les luthiers de guitare ou de basse ou d'instruments qui travaillent le bois, qui travaillent la matière, qui branchent des trucs, qui soudent des câbles. Je trouve que c'est vachement beau, quoi. Voilà. Là, du coup, ici, il y a aussi un peu tout ce qu'il faut. Je fais pas tout seul, mais j'essaie un maximum pour le bois. En tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Eh ben, ça se voit. Alors, tes cauchemars, déjà, est-ce que t'en fais souvent ? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que tu racontes ou que tu gardes plutôt pour toi, ou bien que tu mets, je sais pas, plutôt dans ton art ? Il y a un peu de tout ça. Je pense que je les garde beaucoup pour moi parce qu'il y a un côté déni où tu te dis, le moins j'en parle, le moins j'y penserai, le plus ça va passer. C'est vrai que ça marche un petit peu. Et quand j'en parle, effectivement, c'est dans mes chansons. J'ai une chanson notamment qui s'appelle « Je bois des blanches », qui parle de mes nuits blanches, de toute mon imagination qui galope et qui fait que je peux être très très vite, on va dire, très angoissé à l'idée d'être dans le noir ou d'être seul dans le noir. Parce que d'ailleurs, c'est surtout quand je suis seul que j'ai ces craintes, j'appelle ça des terreurs nocturnes, c'est pas exactement le terme parce que on parle plutôt de choses plus pour enfants, quoi, mais j'ai vraiment ce côté qui va, je fais pas de paralysie du sommeil par exemple, mais j'ai ce côté d'avoir l'imaginaire qui galope jusqu'à vraiment penser qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la pièce ou dans la pièce d'à côté juste parce que je l'imagine. J'ai beau me rassurer avec tout ce qu'il y a de plus pragmatique, me dire non, ça c'est pas possible. Pour moi, ça existe. J'ai un imaginaire qui existe, qui fait que les choses existent malgré moi. Donc, si j'ai décrété qu'il y a une saloperie qui est en train de ramper jusqu'au lit, pour moi, c'est comme si elle était réelle et c'est
c'est assez troublant parce que ça arrive pas tout le temps, heureusement. Mais on se dit, mais en fait, c'est quoi la frontière entre le réel et la fiction et ce qu'on imagine, quoi. Tu dirais que tu as une imagination plutôt visuelle ou comment est-ce que ça se matérialise quand tu vois un truc rampé comment ça marche? C'est très visuel, c'est vrai. Ça peut être une image. Tu parlais de creepypasta. Typiquement, c'est le genre de truc que je peux pas consulter parce que forcément, ça va être accompagné d'images où le texte va me suggérer du visuel qui, pour moi, va être dans l'épouvantable, enfin, au bord de ce qui me ferait vriller par moment. Et il suffit que j'ai vu une image un peu impressionnante ou même dans un film ou un truc comme ça. Il y a notamment un film qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Mama, qui est un peu un nanar quelque part, mais en fait, juste par sa mise en scène et son côté dévoilement et cache de la créature, m'a vraiment beaucoup marqué parce que c'est vraiment... Il y a un truc dans la mise en scène qui est vraiment... et dans le cadrage qui est terrible et qui synthétise vraiment tout ce qui me fait peur en termes de fantômes, en termes de présence dissimulée dans la pièce, enfin voilà, c'est vraiment des situations où le fait que tu rentres dans la pièce et elle est dans l'angle mort de ta vision, en fait. Et ça, c'est terrible, quoi, en fait. C'est la raison première pour laquelle, moi, quand je suis seul dans une maison, je vais jeter un coup d'œil partout quand je rentre dans une pièce. En fait, je vais regarder derrière moi. Enfin, je vais faire un tour complet sur moi pour être sûr qu'il y a rien. Mais c'est absolument, ça se tient pas. Enfin, je sais que c'est pas logique, en fait. Enfin, mais je suis obligé de le faire. Ouais, ça reste de toute façon présent en pensée, quoi qu'il arrive. Même si tu sais pertinemment qu'il y a rien, tu préfères regarder, ça coûte rien, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors, en cauchemar, tu m'as dit que tu avais potentiellement des choses à me raconter, ou en tout cas des aventures nocturnes angoissantes. J'ai fait une résidence d'écriture tout seul à Orléans il y a pas longtemps chez une amie. Je voulais m'isoler pendant une semaine chez quelqu'un qui me laissait sa baraque pour une raison ou pour une autre, pour vraiment écrire, pour vraiment pas avoir de tentation à côté, d'être distrait, et parce que je voulais écrire un roman, et la maison est super, vraiment, en plus il y a des vinyles partout, enfin ça pouvait que me parler, mais une pièce de musique, donc impec. Un roman en lien avec des trucs surnaturels ou pas du tout? Pas du tout. Alors moi j'aime bien le surnaturel, je suis un gros fan de Lovecraft, etc. Mais je voulais plutôt faire un polar, un truc la nuit. Donc l'idée c'était de continuer le lore de mon projet musical qui est très ambiance New York la nuit, film des années 70-80. Donc quoi de mieux que faire une enquête policière basique, avec aussi ce côté, ça part un peu dans des questions sur les sectes. Enfin, je suis j'ai un imaginaire aussi très nourri par Chuck Palahniuk, notamment l'auteur de Fight Club. Donc je voulais partir dans ce délire, et puis forcément un tueur en série. On est quand même dans une veine un peu, mais voilà, je trouve que c'est le fil le plus facile à tirer. Voilà, je voulais faire quelque chose de simple, avec 2 enquêtrices qui tirent un fil comme ça au fur et à mesure. Et en fait, dans cette maison, c'était vraiment génial pour moi, à un détail près, c'est qu'il y avait une sculpture. C'est une personne qui possède pas mal d'art contemporain. Il y avait une sculpture au milieu du salon qui représente une forme humaine très filiforme, une tête géante mais un peu émaciée, les yeux fermés mais on a l'impression qu'ils sont cousus. Tu sais pas si la matière c'est du tissu cousu ou d'une espèce de papier mâché ou de carton, enfin voilà, donc très blême. Un corps filiforme sous une espèce de petite robe, enfin voilà. Et qui se tient dans une position un peu de recueillement. Et enfin, faut le dire clairement, tu projettes un squelette en fait. Enfin, c'est l'impression que ça te donne. Et puis, je suis arrivé et on m'a donné les clés, tout, c'était super. Et je tombe sur ça dans le salon. Je pense qu'à 30 secondes où j'ai failli dire non, je rentre chez moi en fait, c'est pas possible, parce que j'allais me retrouver pendant 7 jours avec ça dans la maison. Ah oui, parce qu'en fait, on te laissait la maison juste pour toi. Oui. Vraiment, il n'y avait pas les propriétaires. Ouais, il y avait personne. Quand je suis pas seul, quand je suis avec ma compagne, etc., ça va, je me fais moins de films. Mais là, j'étais vraiment seul face à ça. Et je me dis, ok, donc là, je passe une semaine dans cette maison avec ça. Dès que je rentre dans le salon, je la vois, parce que ça rentre dans le salon. Dès que je passe dans le couloir pour aller de l'entrée à la cuisine, c'est dans mon champ de vision. Enfin, c'est dans mon coin de l'œil. Comment je vais faire ? Et surtout, comment je vais faire la nuit ? Donc, j'ai mis en place des stratagèmes. Quand je travaillais, je me mettais dans le salon et c'était toujours dans mon angle de vision.
Donc je pouvais toujours lever les yeux de mon ordinateur et le voir dans le coin droit. Voilà. C'est des stratagèmes pour surveiller le truc, pas pour l'éviter. Oui, parce qu'en fait, tout le monde m'a dit, quand j'ai montré la photo, si tu veux, je te montrerai la photo. Quand j'ai montré la photo autour de moi, parce qu'en plus, oui, il y a un autre stratagème, c'est que j'en ai parlé à personne. C'est-à-dire que je téléphonais à ma copine, à des potes, etc. Et ça se passe bien. Ouais, ça se passe super, la maison est super. Pour pas que le truc t'entende. Pas pour pas que le truc m'entende, c'est une bonne théorie, j'aime beaucoup. Mais pas pour pas que le truc m'entende, pour ne pas lui donner trop d'importance. Ouais. Parce que si je commence à dire c'est super, mais regarde, je t'envoie une photo, et que tout le monde me dit ah c'est chaud. Et en fait, je l'ai fait que à la fin. Et tout le monde a dit ah c'est chaud, je l'aurais pas fait. Et tout le monde m'a dit pourquoi t'as pas mis un drap dessus, pourquoi tu l'as pas mis aux chiottes, pourquoi tu l'as pas déplacé et tout. Mais moi je suis trop poli, tu vois, je suis chez quelqu'un, c'est une pièce d'art en plus, c'est vraiment une œuvre. Je vais pas le puis j'avais aussi ce truc et on en vient encore à l'imagination galopante que allez si je mets un drap dessus. Forcément, je vais le voir bouger, je vais le voir respirer, je vais voir un truc qui bouge. Le moins, imagine, ça commence à tomber. Donc là, c'est parti, tu pars en crise parce que t'es persuadé que le truc commence à bouger parce que tu l'as caché. En fait, j'étais parti dans l'idée que plus je le cachais et plus je cooptais pas avec ça, plus ça allait se débattre. Mais t'as vu comment c'est irréaliste, quoi, c'est vraiment... Mais non, mais voilà. C'est vraiment, c'est pas cohérent, en fait. Mais voilà, je l'ai vécu comme ça. Donc... Pendant tout mon séjour, je l'avais toujours dans mon angle de vision. Je me suis un peu interdit de regarder des films sur la télé, parce que quand je regardais la télé, c'était dans mon dos. Donc en fait, soit je mettais le fauteuil de façon à l'avoir dans mon angle de vision, vers la gauche, soit je regardais un film, mais en étant face à la table basse. Enfin voilà, je mettais en place des stratagèmes pas possibles. Et je dormais, la porte fermée à clé. La porte de la chambre pouvait fermer à clé. Et je laissais la lumière allumée. la veilleuse. Comme un bébé, quoi. J'ai laissé la veilleuse allumée. Non, mais ça, après, je comprends. Surtout dans un endroit qu'on connaît pas. Ça peut aussi... Tu sais, des fois, tu te dis, ouais, si je me réveille en pleine nuit, je connais pas trop l'endroit. Faut mieux quand même que je puisse... tu sais. Et je pense que j'avais vraiment... Enfin, c'est absurde, hein. Je trouve que je comprends que ça confine un peu à la folie ce que je raconte, mais il y a vraiment... moi, j'attendais qu'il soit, par exemple, 4h du matin et que la lumière commence à filtrer dehors pour m'autoriser d'éteindre la lumière. Mais moi, j'adore dormir dans le noir, hein, j'ai besoin du noir pour dormir. Parce que je dormais pas, je fermais pas l'œil avant 2-3 heures. Parce qu'il y avait veilleuse, quoi, il y avait la lumière. J'en ai parlé à ma psy, qui m'a fait comprendre qu'en fait, j'avais projeté tout ce que j'avais... Parce que j'ai été hyper productif, en fait, pendant une semaine. J'ai écrit la moitié de mon roman, j'ai suivi une discipline de fer où j'ai écrit vraiment le matin, l'après-midi. En plus, il faut vraiment se dire que ce roman, je l'ai écrit avec 2-3 idées de base, mais j'avais aucune idée de comment se dérouler les chapitres. Donc le roman s'est vraiment déroulé au fur et à mesure. Donc j'ai été efficace, mais parce que je pense que j'ai projeté aussi un truc, toutes mes angoisses et toute ma procrastination, machin. Je pense que voilà, ce mannequin là, vraiment... comment dire, incarné, quoi. Et puis le truc qui était très drôle, c'est quand la personne qui m'a hébergé est revenue de vacances. Donc voilà, on se repasse les clés, je lui dis bah voilà, je me suis occupé de ta baraque, etc. Voilà, je lui dis mais tu m'avais pas dit que je serais pas seul. Donc voilà, je prends le truc à la blague. Et elle me dit oui c'est vrai, j'ai hésité à t'en parler, mais bon je me suis dit que ça allait aller. Mais voilà, je comprends, c'est Célestine. Je dis putain le truc a un nom. Et puis pas n'importe quel nom. Elle s'appelle Célestine et je me suis vraiment dit, heureusement que même à elle j'en ai pas parlé, parce que sinon on peut savoir qu'elle a un prénom juste avant, c'est pas possible. Donc voilà, et quand j'en parlais à ma psy, elle me disait mais vous devriez avoir une Célestine chez vous, parce que vous avez été très efficace, vous êtes apparemment très content de ce que vous avez fait, mais ça a marché parce qu'il y avait une Célestine sur laquelle vous pouvez projeter toute votre merde en fait grossièrement et vraiment être focus sur ce que vous aviez à faire. C'était, voilà, c'est mon histoire avec Célestine. Et ça, c'est arrivé avec ce mannequin, autant que ça a pu arriver dans le passé avec d'autres images ou d'autres trucs que je me faisais, des trucs qui pouvaient effectivement ramper au sol, m'attendre sous le lit, enfin voilà. Et c'est un truc aussi qui m'est arrivé, mais assez âgé, quoi. Je parle de Scream que j'ai vu à 12 ans, alors qu'il faut pas faire ça, quoi. Donc j'ai commencé à avoir un peu des trouilles jusqu'à minuit. Je me disais que passé minuit, personne pouvait te tuer. Voilà, c'est absolument cohérent, quoi. C'est tout le monde. Il y a une déontologie. Voilà, d'ailleurs, il y a un super film qui s'appelle Derrière le masque. Ce sera Marocco. Behind the Mask. C'est une fiction, c'est une documentariste qui suit un tueur en série, qui lui explique voilà, je dois mettre le masque, faut que je tue une personne. Donc à la fin, faut faire croire que je meurs.
meurt et que c'est une nana vierge et innocente qui gagne, puis il va aller déterrer un de ses potes qui est tueur en série, un peu comme Jason, quoi, voilà. Puis le gars, il est toujours vivant, il sort de son cercueil, il va voir sa femme et tout. Enfin, c'est tout un délire, voilà. C'est derrière le masque, c'est un peu nanardesque, c'est rigolo. Donc voilà, il y a une déontologie, comme tu dis. Mais voilà, à l'âge de 12 ans, je commençais un peu à avoir des trucs comme ça, vraiment. Puis dès que tu commences à habiter tout seul, il y a un truc qui bouge. J'ai vu qu'il y a plein de mèmes sur internet sur la pile de vêtements qu'il y a sur ta chaise et que t'es persuadé qu'elle bouge ou qu'elle te regarde parce que ça commence à faire une forme humaine. Il y a plein de choses. Enfin, Slenderman par exemple, moi c'est un truc qui me terrorise parce que voilà, figure finiforme, voilà. Il y avait aussi, j'ai vu que ça existait la théorie des hommes de l'ombre. C'est des ombres, non, des hommes ombres ou un truc comme ça voilà. Et moi je suis persuadé d'en avoir vu un jour dans mon angle de vision. Et puis bien sûr ça dure une demi-seconde. Voilà. C'est quoi exactement cette théorie? Je connais pas. Je sais pas, c'est des silhouettes toujours plus ou moins avec un chapeau, des espèces de voilà. Et je sais pas, moi je suis persuadé d'avoir vu un bout de l'un d'eux, genre un pied qui dépasse et un bout de l'un d'eux, puis ça s'est volatilisé à l'angle d'un mur, tu vois, un truc comme ça. Et j'étais chez moi, chez mes parents tout seul, quoi. Puis après j'ai des rêves absurdes, puis tout d'un coup ça peut basculer en quelque chose de complètement graphique et gore. Je pense que j'ai un imaginaire aussi vachement marqué par le body horror de Cronenberg, notamment. Donc voilà, des mutations, des trucs, où tu te transformes. C'est plus, c'est pas forcément de la ripaille, mais plus des moments comme ça de transformation, d'amputation. Mais c'est un peu flou, hein, j'ai pas un exemple très complet. Sur toi-même ou sur les autres? Les deux. Parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais c'est pour ça que j'avais vu, c'était quoi? C'est un des derniers Resident Evil comme ça, où tu te fais trancher une main. Enfin, celui avec la comtesse là, qui est devenu un peu un mème, ou qui est devenu aussi un sujet moitié à fantasme, moitié à théorie ou à réutilisation, voilà, pour se faire peur. J'ai vu des let's play de ça, jamais de la vie j'y joue, quoi. Moi je connais des gens qui jouent dans le noir, hein. Jamais de la vie je jouais ça, quoi. Déjà tu regardes des gameplays et même des films que tu cites en référence, je me dis que tu te fais pas des cadeaux non plus, vu comment est-ce que tu peux avoir de l'imagination. Ouais, et puis comme je disais, j'adore Lovecraft aussi. Donc, d'ailleurs, ton très beau phare me fait penser un peu à un endroit Lovecraftien. J'ai entendu des trucs dans les murs, donc je vais enquêter un peu de mon côté là-dessus avant de disparaître en vitesse. Mais on en entend des choses ici, c'est vrai. Oui, il y a des mais bon, c'est bien. Au moins, t'es pas seul. Je veux dire, t'es jamais tout à fait seul. Ça, c'est sûr. Mais tu sais que je t'ai pas tout montré en plus. Je t'ai pas montré toutes les pièces. Après, je te ferai faire la visite étendue, tu verras. Ouais. Comme on dit, on n'a pas peur d'être seul dans le noir, on a peur de ne pas être seul dans le noir. Exactement. Oui, mais j'adore aussi. Mais parce que Lovecraft, j'ai jamais trouvé un truc aussi créatif, entre autres, que l'écriture Lovecraftienne ou que le lore Lovecraftien. Qu'est-ce que tu penses de la théorie selon laquelle toute l'horreur Lovecraftienne vient de la peur de l'étranger? Ouais, c'est ça, mais on savait que c'était un immonde raciste, hein, ça, qu'il avait un problème avec l'immigration, la façon dont il a vécu à New York, la façon dont il décrit parfois les classes laborieuses, c'est dur, quoi, c'est limite, il les voit limite comme des animaux, quoi. Ouais, je pense qu'il a exorcisé ça, il avait du mal avec l'altérité, oui. Il avait envie de s'en faire un monstre. Je suis vraiment allé, pour la petite histoire, je suis allé sur sa tombe. C'est-à-dire j'ai fait une semaine à New York, une semaine à Washington, parce que j'avais des contacts là-bas pour m'héberger. Et je me suis fait Providence, juste après New York. Parce que je voulais vraiment vivre à Providence, savoir ce que c'était, aller sur la tombe de Lovecraft, comprendre, vraiment aller les endroits où... Il y a encore les quartiers où il a vécu, avec les vieilles maisons, style 18e siècle, ça existe encore, hein, c'est incroyable. Je voulais voir ça, un cimetière où il y avait Edgar Allan Poe qui se baladait aussi, la fameuse université de Providence qui lui sert de modèle pour l'université Miskatonic. Je suis allé ensuite à Boston, et à côté de Boston, il y a Salem. Et vraiment, c'est toute la côte est dont Lovecraft parle dans ses nouvelles, hein. C'est tout ce littoral hanté, très angoissant, etc. Et je suis vraiment allé à Salem pour voir les monuments sur les sorcières de Salem. Il y a un côté très Disneyland, hein, avec des boutiques, etc. Mais il y a un très beau musée, et je suis tombé pile à l'époque où il y avait une exposition de la collection personnelle du guitariste de Metallica, qui montrait des objets et des affiches d'époque de films d'horreur de la Hammer.
Donc c'était trop drôle. Et des guitares décorées, etc. Donc je suis tombé sur une exposition temporaire comme ça où il y avait plein d'objets, costumes portés par Boris Karloff, etc. Des trucs comme ça. C'était super, super intéressant. J'y ai passé qu'une journée. Avec aussi à l'intérieur, dans les terres, côté très Stephen King aussi, t'as le Maine qui est pas loin. Donc c'est vraiment le coin d'horreur américaine par excellence. Ouais. T'as mentionné Edgar Poe, tu aimes ? Ouais, si, j'aimerais beaucoup en relire. J'ai entendu dire, alors on sait pas qu'Edgar Allan Poe a été traduit par Baudelaire en France au début. Enfin, on le sait pas assez. Il paraît, j'ai entendu une copine qui m'a dit qu'il y a une nouvelle traduction qui est sortie qui est dégueulasse. C'est-à-dire que oui, Baudelaire, c'est pas non plus Toto le rigolo, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a des trucs, il y a des bails de vocabulaire, je pense, tu vois. On a dû beaucoup remoderniser la traduction. Mais je pense que quand on lisait tous et toutes des trades de Baudelaire, ça avait de la gueule. Je pense niveau vocabulaire, niveau expression orale, tu prenais un cours, quoi. Et quand c'est des poètes qui traduisent, il y a toujours une autre dimension. Mais peut-être que par contre, il y a une grande interprétation dans les traductions de Baudelaire. Ça, c'est possible qu'ils aient voulu faire une traduction plus fidèle et que du coup, on ait l'impression que ça y perde un peu, quoi. Ouais, c'est possible. À lire. Vraiment, faites-vous une idée. Dans tes références, c'est quasiment, de ce que j'entends là en tout cas, que des refs américaines. C'est depuis tout petit. Pourquoi est-ce que tu es à ce point porté ? Parce que même dans ton projet artistique et musical, on est à fond tourné vers les États-Unis, même si tu chantes en français. Ouais. Pourquoi les États-Unis ? C'est parce qu'en plus, t'es même pas de droite. ouais, je trouve que les États-Unis, c'est un pays super fascinant parce que il y a le pire et le meilleur dedans, quoi. Je suis un grand fan de John Carpenter et je trouve qu'il y a un des films les plus terrorisants du monde, c'est Le Prince des Ténèbres. Il n'y a pas tant de gore et il n'y a pas tant de voilà, mais je trouve que c'est tellement badant, ça te laisse dans un état de poissarderie terrible parce que tu as l'impression d'avoir vu l'avènement de l'Antichrist en fait à la fin de ce film, sans le spoiler parce que ça parle vraiment de ça. Il y a un truc tellement angoissant, tellement dégueulasse. Moi, je trouve que c'est vraiment ça le vrai dégoût, la vraie horreur, c'est quand tu sors pas indemne du truc, quoi. Moi, vous m'emmenez voir un film où il y a des jumpscares, je regarde le film entre mes doigts. Vraiment, je suis comme ça. Et je passe mon temps en fait à détourner le regard et à regarder entre mes doigts. Quand je regarde un passage qui fait peur sur mon écran, je raccourcis l'écran. Enfin, je rétrécis la fenêtre. Vraiment, je la mets toute petite quand je sens qu'il va y avoir un jumpscare. Parce que je supporte pas ça. Et je trouve qu'il y a rien de mieux qu'un film qui te prend et qui va te laisser sale à la fin, quoi. C'est vraiment. Enfin, moi, c'est ça mon rapport à l'horreur. Puis j'aime bien que l'horreur me fasse un peu bouger, me bouscule et me fasse réfléchir à des trucs et nourrisse mon imaginaire aussi, quoi. Ce serait bien si je pouvais dormir. Des fois, je pense que je perçois des présences. Mais alors là, ça me fait vriller, par contre, je me planque. T'as commencé en me disant que t'étais cartésien. Et là, tu me dis que tu vois des présences. Donc, je vais être obligé de te demander d'en dire plus. Non, je sens des trucs. Je suis extrêmement rationnel sur plein de trucs. Je pense vraiment, voilà, Scooby-Doo, qu'on peut te monter plein de trucs, qu'en fait c'était un projecteur ou une connerie comme ça. Par contre, ouais, dans mon dos, je sens des trucs. Et quand tu parles de présence, ça se manifeste comment vraiment ? Parce que je suis connecté à mes sens, mais je veux dire, quand j'entends un truc, je l'entends avec mes oreilles, et quand je vois un truc, je le vois avec mes yeux. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sous-entendent, qui pourraient voir des choses derrière eux. J'aimerais comprendre. Non, si tu sens, c'est pas explicable. Ça m'arrive pas non plus tous les matins. Hein. Ça m'arrive peut-être une fois par an, quoi. Mais tu sens que il y a quelque chose qui est là. Mais c'est pas menaçant. Hein. C'est pas forcément spooky. C'est pas là pour te. Ça en veut pas à toi. Hein. C'est juste tu te dis qu'il y avait juste peut-être quelqu'un qui habitait ici avant toi et qui est mort, ou tu sais pas, ça peut être juste ça, mais il y a quelque chose qui est passé. Comme cette sensation que quelqu'un te regarde. Moi, je l'ai jamais eu. D'accord. Bah, quand t'as les yeux dans le dos, quoi. Enfin, que t'as des gens qui sont en train de te regarder de dos ou de loin, etc. Tu te souviens de la dernière fois où ça t'est arrivé, là ? Ouais, bah chez moi j'ai une cuisine où quoi que tu fasses, tu fais dos à la porte. Très petite cuisine en enfilade, tu fais la vaisselle, t'es dos à la porte. Et c'est à ce moment-là que je l'ai senti, quoi. Je vais me la jouer Scooby-Doo, mais est-ce que tu crois pas
Que c'était. Que l'architecture joue un rôle super important dans ces histoires de perception, de se sentir observé. Moi, je crois que on sous-estime énormément l'architecture dans toutes les histoires de sensations paranormales. Ouais, c'est super intéressant. Moi, ça me fait penser à l'espèce d'hôtel qui n'existe pas de Kubrick, quoi, en fait, dans Shining, parce qu'on se rend compte que le plan marche pas, en fait, quand tu essaies de suivre les personnages, tu te rends compte que l'architecture de l'hôtel est pas possible, en fait, et qu'elle est faite pour te perdre, donc... Mais c'est ce que je dis aux gens qui visitent le phare. Souvent, ils me disent « j'ai une sensation, nanana. » Je leur dis « non, mais en vrai, c'est juste une architecture très bizarre. » Merci beaucoup, Palem, d'avoir participé à Autopsie d'un cauchemar, même si on n'a pas trop parlé de rêves et de cauchemars finalement, mais c'était très bien. J'ai pas préparé mon... Ah ben non, mais c'était super, j'étais ravi. Quel est ton signe astrologique, Palem ? Je suis Verseau. Verseau, eh ben je te propose de tendre l'oreille pour la rubrique qui suit, puisqu'il s'agit de l'horoscope des enfers. Laissons parler les astres, quel malheur t'attend, quel démon veille sur ta destinée. Écoute attentivement, ton horoscope infernal commence maintenant. Bélier. Si vous avez remarqué une lumière étrange en vous endormant la nuit dernière, je vous conseille la lecture du Cœur révélateur d'Edgar Poe. Lisez-le vite par contre. Taureau. La personne qui loge dans votre plafond aimerait que vous rachetiez du pain sans gluten, il est allergique. Gémeaux. Vous entendrez votre propre voix vous répondre si vous posez la bonne question. Cancer. Prenez votre douche entre 19h et 21h si vous voulez vivre une expérience étrange. Lion. C'est le moment idéal pour vous retrouver seul dans une maison abandonnée. Ressourcez-vous. Vierge. Tous les objets que vous avez perdus dans votre vie sont rassemblés à un seul endroit. Malheureusement, je ne peux pas divulguer l'adresse de ce monsieur. Balance. Les coups que vous entendez dans votre cave pourraient bien être décryptés grâce au code Morse. Essayez. Scorpion. L'objet que vous avez perdu va réapparaître. N'ayez crainte. Où ça ? À un endroit où vous avez déjà cherché, bien évidemment. Sagittaire. Côté cœur, vous pourriez trouver l'indépendance qui vous fait tant défaut grâce au vaudou. Capricorne. Arrêtez donc d'ignorer cet enfant qui essaie de rentrer en contact avec vous. Ce n'est pas parce que vous êtes décédé que vous devez être snob. Verseau. Un message cryptique sur une note de votre téléphone pourrait vous mener dans un piège. Poisson. Si vous entendez à nouveau votre voisin jouer du piano, rappelez-vous qu'il est mort il y a 10 ans et enregistrez que diable, les preuves de ce genre de phénomène sont encore trop rares. Merci d'avoir écouté Les Murmures du Phare. J'espère que tout comme moi, tu as passé un moment terrible et exquis. Si tu as un cauchemar à faire autopsier ou pire encore une histoire vraie, n'hésite pas à m'envoyer un mail à lesmurmuresduphare, tout attaché, @bricevincent.fr. Pour plonger plus profondément dans l'ombre, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Bonne nuit, chère auditrice, cher auditeur. Si tu oses revenir, il suffit de suivre la lumière du phare. À la semaine prochaine.